Donc, je vous ai mis un petit agenda là, pour qu'on puisse là, se préparer à ce qui va être expliqué, parlé là, durant la présentation. Donc, évidemment, on va faire une introduction à l'analyse de type antigénique. On va voir un petit lexique là, de vocabulaire qui est peut-être pas là, courant pour tous. Juste simplement s'assurer là, que si j'emploie des termes qui sont peu communs, là, on comprend tous de quoi il s'agit. Ensuite, on va survoler les recommandations de la santé publique par rapport aux tests antigéniques en entreprise. On va évidemment là, parler des mesures d'asepsie qui sont très, très importantes là, lorsqu'on vient jouer avec de la charge qui est potentiellement virale, infectieuse. On va voir 2 petites vidéos formatives tout au long de la présentation. Là, une qui va concerner là, les mesures d'asepsie et l'autre qui parle plus du prélèvement en soi. On va également parler, après avoir visionné là, le vidéo là, qui explique comment on procède lorsqu'on fait le prélèvement antigénique. On va revoir ensemble là, étape par étape comment bien procéder, là, les bonnes pratiques, les pratiques à éliminer. Puis, on va parler de l'interprétation du résultat, évidemment. À la fin, là, on se garde là, 5-10 minutes pour une période de questions. Mais tout au long de la formation, n'hésitez pas s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires là, ou vous nécessitez là, que j'élabore un peu plus ou vous aimeriez avoir plus de détails, là, gênez-vous pas, soit pour directement ouvrir votre micro, vous adresser à moi si vous êtes à l'aise. Sinon, on a un petit forum de discussion là, via Zoom où vous pouvez m'écrire. Donc, n'hésitez pas. Si tu peux approuver, je lui fais le remboursement pour la personne qui... Juste faire le tour, là, j'entends des gens, donc je vais essayer. Oups, pardon, on va revenir de notre diapo. Je vais voir si je peux désactiver les micros. Je trouve pas ça pour désactiver les micros, mais s'il y a des gens... Je vais juste arrêter mon... Attends un petit peu, là. Oui, pardon, Madame Houle, on va vous laisser fermer votre micro. C'est correct. Écoutez, ça arrive tout le temps. C'est la nouvelle réalité là, des vidéoconférences. Donc, je nous ai mis également nos objectifs d'apprentissage là, pour que vous sachiez là, toute l'information avec laquelle vous allez repartir aujourd'hui suite à la présentation. Donc, évidemment, là, on va connaître le fonctionnement là, d'un test de dépistage antigénique. On va être en mesure d'appliquer là, toutes les mesures d'asepsie adéquates. On va également apprendre le procédé de prélèvement et effectuer l'interprétation du résultat. Puis, vous allez connaître là, les recommandations suite au résultat. Vous allez aussi être en mesure de répondre aux questions de vos pairs parce que si vous assistez à la présentation aujourd'hui, j'imagine que vous avez été ciblés là, comme étant des personnes ressources dans vos entreprises respectives pour effectuer ces tests-là et puis pour gérer là, les questions et tout ce qui pourrait là, venir entourant un dépistage de COVID. Donc, ici, je m'étais mis un tensiomètre là, pour me rappeler de prendre mon pouls. Je suis de nature très dynamique, donc j'ai tendance parfois à parler rapidement. Donc, n'hésitez pas là, si tout au long de la présentation, vous trouvez que je vais trop vite ou que je n'élabore pas suffisamment sur certains détails. Là, gênez-vous pas pour m'arrêter, me faire signe. Donc, est-ce que jusqu'ici tout va bien? On est prêt à se lancer? Vous pouvez simplement faire hocher la tête ou me faire des petits pouces comme ça. Parfait. On y va. Donc, là, j'ai l'impression que... OK, voilà. Donc, dans notre petit lexique, évidemment, aujourd'hui, on va parler d'antigène. Hein? C'est quoi un antigène? Là? Lorsqu'on parle d'antigène, on parle de substances étrangères à l'organisme qui vont stimuler là, une réponse immunitaire de notre organisme visant à éliminer là, la substance étrangère, là, notre antigène. Ensuite, si on parle d'analyte, on parle des substances qui sont mesurées lors d'un processus d'analyse. Quand on parle d'asepsie, on parle de méthodes préventives là, qui s'opposent aux maladies infectieuses, là, de s'introduire dans notre organisme. Lorsque je parle de déchets biomédicaux ou à biorisque, vous allez voir, j'emploie plus le terme là, à biorisque. On parle de tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d'un de ses organes. Donc, si on parle de sang, si on parle de sécrétion, tous les liquides biologiques là, confondus, là, ici dans le contexte, c'est considéré comme des substances à biorisque ou biomédicaux. Lorsqu'on parle d'écouvillon, on parle de notre fameux Q-tips, en fait. Là, on parle d'une tige montée là, en bois ou en métal, munie là, d'un morceau de coton à son extrémité, là, généralement stérile, afin là, de procéder à un prélèvement à des fins d'analyse. Lorsqu'on parle d'EPI,
On parle d'équipements de protection individuelle qui vont généralement comprendre là, des gants, masques de procédure ou masques N95, des jaquettes de procédure, également des visières, là, des protections oculaires, là, soit des lunettes de protection ou une visière complète là, qui couvre tout le visage. Donc, c'est ce que comprend là, généralement les équipements de protection individuelle. Lorsqu'on parle de PCR ou de TAN, l'abréviation PCR là, nous vient là, de l'anglais qui veut dire là, Polymerase Chain Reaction. En français, là, ce sont les tests d'amplification d'acide nucléique. Donc, ça peut être l'air gros comme ça. Là, on va y revenir dans la diapositive suivante. Là, on va en parler de façon plus large. Et puis, lorsqu'on parle de phase analytique, on parle de processus techniques permettant l'obtention d'un résultat là, d'analyse biologique. Donc, ce sont des phases du processus d'analyse. Vous allez voir, là, je parle un peu plus loin beaucoup là, de la phase pré-analytique qui est très, très importante là, dans ce qu'on s'en vient faire aujourd'hui avec nos tests de dépistage antigénique. Donc, ici, je vous ai mis les descriptions, en fait, des tests rapides, nos fameux tests antigéniques, versus nos analyses de type PCR. Donc, qu'est-ce que c'est un test antigénique rapide? Là? On va le vulgariser un petit peu. Là, on ne passera pas au travers de tout le paragraphe. En fait, le test antigénique rapide utilise une technologie qui est similaire au test de grossesse. En fait, là, on va venir isoler l'analyte à l'aide d'une bandelette réactive qui va nous révéler s'il y a présence ou non de notre analyte. Donc, généralement, là, après un temps d'incubation de 15 minutes, on est en mesure de déceler là, s'il y a présence ou non à l'aide de notre bandelette réactive. Tandis que si on parle d'un type d'analyse PCR ou TAN, ben alors là, on se transpose dans un laboratoire. Là. Ici, on parle d'une analyse qui est beaucoup plus complexe, qui doit être effectuée par des techniciens là, adéquatement formés, où on doit là, procéder à plusieurs manipulations pour venir là, amplifier une partie là, de l'ARN de notre virus qu'on veut là, déceler dans l'organisme, là, même en infime quantité. C'est une méthode d'analyse là, qui est reconnue là, et qui est utilisée depuis plus de 35 ans environ. Là. C'est fréquent en laboratoire et en médecine qu'on va faire appel à ce type d'analyse-là pour déceler des substances dans l'organisme. Je vous ai mis le lien, là, en fait, là, de l'Institut national de santé publique, là, où j'ai trouvé ces belles définitions-là. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur ces tests-là, là, vous pourrez trouver de l'information là également. Ça va toujours jusqu'ici? Génial. Donc, le gouvernement a déployé les tests de dépistage en entreprise pour favoriser là, un meilleur contrôle des potentiels foyers d'infection, puis pour protéger également là, les travailleurs. Là, on ne veut pas retourner en confinement personne, hein, donc si on veut pouvoir travailler dans un milieu sain puis s'assurer qu'on le fait en toute sécurité, nos petites trousses de dépistage antigénique là, sont très appropriées pour ce type de situation-là. Le gouvernement a quand même donné des petites lignes directrices là, sur quand c'est pertinent de tester un employé au travail versus de le diriger vers une clinique de dépistage désignée. Donc, évidemment que si notre employé se lève le matin et qu'il présente déjà des symptômes là, avant de se présenter au bureau, c'est pas nécessaire de le faire venir au bureau pour le tester nous-mêmes. Hein. On va risquer là, d'infecter les surfaces ou les espaces où il va se présenter, où il va circuler. Donc, advenant le cas où on a un employé qui se présente, qui nous appelle avant de se présenter puis qui nous dit avoir des symptômes, on va directement le diriger là, vers une clinique de dépistage désignée pour qu'il puisse être testé là, de manière sécuritaire puis pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque à son éventuel retour. Par contre, là où c'est pertinent de le tester, c'est si un employé rentre au travail, se voit bien, puis qu'au courant de la journée, on développe des symptômes, là, des douleurs musculaires, maux de tête, nez qui coule, mal de gorge, les jarretous qui s'installent. Là, ça devient pertinent là, de l'isoler puis de faire un petit test pour prévenir s'il a été en contact avec des gens autour, là, prévenir là, un éventuel là, foyer infectieux dans votre milieu. Donc, j'ai mis là, un petit tableau là, qui dénombre les symptômes qui ont été là, plus fréquemment observés dans les cas de COVID. Mais en cas de doute sur les symptômes que l'employé pourrait présenter, je vous invite à vous référer à l'outil d'auto-évaluation là, du gouvernement, là, qui est un bel outil très simple à utiliser. Là. On répond aux questions, puis à la fin, on est en mesure là, de prendre la décision si on le teste nous-mêmes ou si c'est préférable de le diriger vers une clinique là, de dépistage. Donc,
Maintenant, on va aborder le volet là, des mesures d'asepsie. Cette partie-là comporte 3 volets, en fait, là, très importants, soit l'hygiène des mains, la mise en place et le retrait des équipements là, de protection individuelle, là, nos fameux EPI, parce que vous allez voir, il y a un ordre à appliquer là, pour les mettre en place afin de ne pas contaminer le matériel qu'on utilise, puis il y a une manière de les retirer pour ne pas se contaminer également. Puis, en dernier point, on va parler de notre environnement de travail. On va parler de comment on choisit le site où on va procéder à nos tests là, antigéniques. Puis également, là, qu'est-ce qui est favorable comme environnement là, à privilégier. Donc, pour l'hygiène des mains, on ne s'attardera pas plus qu'il faut. Hein. Je pense que depuis là, la dernière année, on est tous devenus des experts en lavage de mains. Puis, je vous apprends rien si je vous dis qu'en termes de prévention des infections, le lavage des mains est une étape clé dans le fait de diminuer là, au maximum les risques de contamination. Donc, je nous ai remis là, un beau petit schéma sur la bonne pratique à avoir là, lorsqu'on va effectuer un lavage des mains. Évidemment, là, on a plusieurs solutions là, à base d'alcool qui sont efficaces aussi là, en termes d'hygiène des mains, mais j'attire votre attention sur le lavage des mains mécanique, hein, en fait, là, avec eau, savon antibactérien et un bon frottement là, entre les mains. C'est toujours à privilégier, en fait, là, parce que ça a été prouvé qu'un lavage mécanique mieux les particules là, qui pourraient être présentes là, sur vos mains. Mais si vous n'avez que sous la main un gel à base d'alcool, c'est efficace également. Mais si vous avez la chance un lavabo puis un savon antibactérien, là, on va privilégier un lavage mécanique. Ici. La mise en place et le retrait des EPI, j'ai trouvé ça plus simple de vous le présenter là, avec une vidéo là, qui est faite du gouvernement pour que vous voyez là, bien le travailleur effectuer les étapes une par une. Par contre, le son étant pas optimal, je vais le garder sous silence, puis moi, je vais commenter au fur et à mesure de la vidéo pour vous expliquer là, qu'est-ce que le travailleur fait, puis pourquoi elle le fait dans ces ordres-là et tout. Cette vidéo-là, elle a été conçue pour les travailleurs de la santé. Donc, le premier 10 secondes là, de la vidéo, vous allez voir, ils vont nous parler de fiches qui ressemblent à des fiches signalétiques, en fait, pour bien reconnaître là, quelles mesures doivent être appliquées parce que dans les centres hospitaliers, comme dans tout milieu de soins, là, il y a plusieurs types d'isolement, il y a plusieurs types de protection individuelle qui peuvent être appliquées dépendamment du risque. Ici, là, on va parler des protections là, de gouttelettes aériennes. Donc, ce qui va être présenté et la protection qui est nécessaire lorsqu'on effectue là, un dépistage là, de type antigénique pour la COVID. Donc, évidemment, là, que l'équipement peut varier. Là, vous allez voir, on parle quand même de gants, jaquettes, masques et visières ou lunettes de protection. Donc, dans un premier temps, l'hygiène des mains toujours, très, très, très important avant de manipuler quoi que ce soit. En fait, là, on s'assure que nos outils principaux, nos 2 mains, sont bien propres. Évidemment, elle avait déjà son masque avant de débuter la présentation, mais on pourrait là, ne pas avoir de masque, laver les mains. Puis la première étape, en fait, après le lavage des mains, c'est de venir mettre son masque en place. Ici, bon, c'est sûr que la vidéo ne démontre pas là, que le travailleur se lave les mains entre chaque étape où il va mettre sur lui, en fait, là, ses équipements de protection individuelle. Mais dans ma pratique, là, on a toujours favorisé le lavage des mains entre chaque étape lors de la mise en place des EPI. Parce qu'exemple, là, moi, j'ai les cheveux longs même. Là, on peut, là, lorsqu'on va mettre notre masque, par exemple, après s'être lavé les mains, mettre notre masque, bien, on vient quand même toucher à des parties de notre corps. Puis là, on va venir toucher à notre sarrau. On va venir toucher à nos gants ensuite avec lesquels on va travailler. Donc, moi, je considère que c'est un petit risque de contamination quand même de notre équipement, puis pour ne pas contaminer notre environnement lorsqu'on va être prêt à procéder. Je suggère là, qu'on se lave les mains entre chaque étape là, lorsqu'on va mettre nos EPI. Donc, deuxième étape, on va venir enfiler la jaquette de protection. Généralement, ils sont pas mal tous faits dans le même sens. Là. Ce sont des jaquettes qui vont se vêtir par le devant et qui vont être ouvertes au dos pour qu'on puisse venir l'attacher là, à l'aide de 2 lacets. Là. C'est pas mal sensiblement toute la même chose, dépendamment là, des différents fournisseurs là, à ce niveau-là.
Par la suite, on se serait relavé les mains après avoir touché notre sarrau, avant d'investir là, notre protection oculaire. On se serait relavé les mains parce qu'on a encore touché à notre visage, à nos cheveux, en ajustant notre visière. On va ensuite mettre nos gants. Puis une fois que les gants vont être enfilés, ben, on va être opérationnel. On va être pleinement protégé pour aller effectuer notre dépistage en s'assurant de ne pas se contaminer et de ne pas contaminer non plus là, notre champ de travail, notre champ de pratique, là, soit le matériel qu'on va manipuler ou même notre patient qu'on va aller tester. Donc là, voilà, fin prête. Ensuite, imaginons là, qu'on effectue notre dépistage, on effectue nos manipulations, puis on a terminé, on est prêt à se dévêtir. Donc, première technique, ici, on va retirer nos gants dans un premier temps. On va prendre soin, là, comme on a vu la dame, là, venir pincer l'intérieur de la paume là, pour essayer de toucher le moins possible aux surfaces qui auraient été contaminées, là, le bout des doigts généralement. On vient tirer sur l'intérieur du premier, le rouler dans la main du deuxième pour ensuite, là, vous avez vu, là, je le pose pour vous donner plus de détails. Là. Lorsqu'elle a retiré son deuxième gant, là, elle a pris soin là, de toucher à l'intérieur de son gant pour toucher à son corps à elle et non pas les surfaces externes de sa main, de son gant qui pourraient être contaminées. Donc, en retirant par l'intérieur du gant, on peut facilement venir rouler l'intérieur de notre gant sur l'autre petit gant là, qu'on avait roulé au préalable dans notre main avant. Donc, de cette façon-là, on s'assure que tout ce qui pourrait être contaminé, toutes les bébites possibles qui pourraient se retrouver à la surface de nos gants, restent à l'intérieur de nos gants. Donc là, de cette façon-là, on peut en disposer de manière plus sécuritaire. Évidemment, on va se laver les mains parce qu'on vient de quand même toucher à des surfaces qui sont potentiellement contaminées. Ensuite, on va retirer notre jaquette. Évidemment que si on touche au dos de notre jaquette, on a été en face de notre patient, on a travaillé évidemment là, avec notre matériel de face. Le dos est moins à risque, mais vous allez voir qu'elle prend quand même bien soin lorsqu'elle retire les manches de cette façon-là. Encore une fois, elle vient chercher l'intérieur de son sarrau, de sa jaquette, pour éviter de toucher à la surface externe qui pourrait être potentiellement contaminée. Une fois qu'on a retiré les deux bras, bien là, il devient facile d'accéder à l'intérieur de la jaquette pour venir la rouler sur elle-même afin, encore une fois, d'en disposer de manière sécuritaire. Là, il y avait une petite notice là, pour les jaquettes qui sont lavables. Là. Ça, c'est plus à l'hôpital là, quand on a des jaquettes qui sont réutilisables qu'on va déposer là, dans un autre sac, un sac de poubelle. On se relave les mains, évidemment, après avoir retiré notre sarrau. Maintenant, elle va venir retirer là, sa protection oculaire, puis elle va prendre soin là, de la désinfecter, de bien la nettoyer là, avant. Elle va laver ses mains et je pense qu'elle va même enfiler des gants là, pour retirer sa visière de façon sécuritaire pour s'assurer là, qu'elle ne contamine pas ses mains pour retirer puis désinfecter cette surface-là puis qu'elle puisse en disposer par la suite là, dans un sac ou le déposer dans un endroit où il ne sera pas manipulé puis qu'il ne sera pas mélangé peut-être avec les équipements là, d'un autre travailleur là, qui pourrait effectuer des tests avec vous. Évidemment, encore une fois, elle a pris la visière par l'arrière, hein, par l'élastique complètement derrière sa tête parce que ça demeure là, l'endroit qui est le moins à risque d'avoir été contaminé. On nettoie la face interne, la face externe. Elle va venir le déposer dans son petit sac pour l'entreposer de manière adéquate, s'assurer qu'il va rester propre là, tout au long qu'il va être déposé là. Encore une fois, on revoit la belle technique de gant là, où on vient chercher l'intérieur de la paume, on roule dans l'autre main, on prend par l'intérieur et on retourne le gant. On se relave les mains. Puis, dernière étape, vous aurez deviné, un coup que le reste a tout été enlevé, on est rendu à retirer notre masque. Et évidemment, là, dans les contextes de travail présentement, là,
ça varie d'une place à l'autre pour le port du masque là, en dehors d'un test COVID, mais c'est suggéré évidemment là, de ne pas conserver le masque avec lequel on va avoir effectué du dépistage. Là. Quand on a terminé de faire notre dépistage, on va procéder là, aux étapes qu'on vient de voir pour retirer nos équipements de protection individuelle, puis on va changer notre masque évidemment. On ne veut pas se promener avec notre masque de dépistage COVID au visage toute la journée. On va le jeter, on va en prendre un autre. Là. Tout ce qui va avoir été manipulé et utilisé lors du dépistage va être considéré comme potentiellement contaminé. Donc, on s'en défait, on s'en débarrasse, on le jette. Est-ce que tout est beau pour les EPI? Oui? Bon, parfait. On poursuit. Donc, notre environnement de travail. Idéalement, lorsqu'on va choisir un site pour effectuer les dépistages, on va essayer de prendre une salle qui est peut-être un peu à l'écart des autres, éviter là, des circulations inutiles, en fait, près des zones qu'on va considérer chaudes, là, puisqu'on va y effectuer du dépistage. Ici, là, j'ai mis une petite notice où il est recommandé de procéder dans un environnement propre et rangé. Là. Donc, on essaie de trouver un endroit fermé pour conserver là, le dépistage, là, les risques de propagation là, le plus local possible pour éviter que ça se propage dans notre entreprise. C'est ce qu'on veut éviter lorsqu'on va commencer à effectuer des tests de dépistage. Un endroit qui est peu achalandé pour éviter que les gens qui pourraient ne pas être au courant qu'on fait du dépistage et qui circulent peut-être sans leur masque passent dans une zone où notre patient vient d'éternuer, on a des particules dans l'air, puis on risque de contaminer tout le monde. Quand je parlais de l'environnement propre et rangé, là, notre surface de travail, la table sur laquelle on va s'installer, on s'assure qu'elle est le plus rangée possible parce que tout ce qui va être près de notre plan de travail va être à risque d'être potentiellement contaminé. Donc, on ne veut pas se retrouver à être obligé de tout désinfecter ce qui se trouve sur la table, ni de tout jeter en cas là, que ce soit du matériel qui se désinfecte pas. Évidemment, on va privilégier un endroit à température pièce puisque le matériel qu'on va utiliser est quand même sensible au niveau des variations de température et à l'exposition de la lumière, autant pour la conservation que pour l'utilisation. Ensuite, on va s'assurer que notre matériel est conforme. Petite notice importante à vérifier toujours là, sur notre boîte, sur notre trousse avant de l'utiliser, que la date d'expiration n'est pas échue, que le matériel que contient la trousse n'est pas abîmé. Qu'on a tous nos EPI à portée de main, qu'on a une poubelle, ce qu'il faut pour désinfecter. Bien important de s'assurer là, que notre endroit est bien choisi, bien situé et propre et rangé. S'assurer qu'on a tout notre matériel avant de commencer parce que c'est pas le temps là, de retourner chercher du matériel un coup qu'on va tout être vêtis, là, un coup qu'on va passer tout le processus des EPI. Là, vous allez voir, c'est bien fâchant de devoir se déshabiller pour aller chercher un stylo, exemple, pour identifier notre matériel ou quoi que ce soit, là, puis de devoir recommencer là, la mise en place des EPI. Avez-vous des questions pour le volet asepsie? Environnement de travail? Non? Génial. Évidemment, je veux juste revenir sur un petit point, là, ça vient de m'allumer là, lorsque je parlais là, de que notre matériel est sensible à la lumière et aux variations de température. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va choisir évidemment une pièce où la température est contrôlée, comme on voit ici entre 15 et 30 degrés. On va éviter d'être près d'une source de vent, parce que là, on va laisser incuber de la substance qui est potentiellement infectieuse. Donc, on ne voudrait pas là, que le vent propage des particules là, lorsque notre échantillon est en train d'incuber. Puis, nos languettes réactives, nos bandelettes test, en fait, ils vont être sensibles à un certain taux de lumière. Donc, évidemment, si on fait ça dans un bureau où on a une fenêtre proche, qu'on a un rayon de soleil qui passe, là, puis qui viendrait là, se jeter directement sur notre bandelette, ça pourrait affecter notre résultat. Donc, on essaie là, le plus possible là, de ne pas choisir un endroit là, qui va être au plein soleil, là, directement sur notre languette test. Donc, ici, j'ai remis des indices de biosécurité là, qui résument ce qu'on vient de voir. Ce sont là, des références du gouvernement là, en termes de la COVID. Là. Donc, évidemment que les tests doivent être réalisés dans un endroit qui est dédié à une distance minimale de 2 mètres des autres. Advenant le cas où c'est pas possible là, de faire ça dans un endroit qui va être éloigné des autres travailleurs, on suggère que les travailleurs qui vont être à proximité du site soient munis en fait de masques de procédure évidemment, mais même là, on peut ajouter une visière de protection juste pour diminuer au maximum le risque de propagation.
Les professionnels qui vont effectuer les tests de dépistage sont tenus de vêtir là, tous les indices d'équipement de protection individuelle là, qu'on vient de voir afin de s'assurer d'être protégés, de ne pas traîner ça avec nous toute la journée, de ne pas contaminer non plus la surface avec laquelle on va travailler. Les échantillons là, doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Là. Je sais que j'emploie l'expression assez régulièrement depuis le début de la présentation, mais c'est vraiment important de toucher dans le terme de notre test là, comme contaminé, parce que de cette manière-là, on va craindre de propager notre infection. Puis c'est là où on va être un peu plus vigilant, puis on va diminuer au maximum nos risques de propagation. Évidemment que les surfaces de travail doivent être nettoyées et décontaminées là, selon les procédures locales de biosécurité. Les déchets à biorisque, comme si on prend par exemple notre bandelette de test quand on va avoir terminé, notre écouvillon, lorsqu'on va venir là, prélever sur notre patient, doivent être éliminés conformément au protocole d'élimination des déchets à biorisque. Je vous ai amené une petite poubelle à biorisque comme ça ici, qui peut être utilisée facilement là, lorsqu'on effectue des dépistages rapides. Parce que moi, j'aime bien la grandeur parce qu'on peut jeter facilement nos languettes test, nos écouvillons également. Là, vous allez voir, les tiges sont quand même longues, donc ça rentre amplement là, dans cette petite poubelle-là. Puis lorsqu'on a terminé avec ces petites poubelles-là, ben il y a un petit dispositif qui sert à venir sceller l'intérieur pour s'assurer que personne ne va jouer avec ça. Puis que si on a là, des charges potentiellement infectieuses ou virales, ben, ils vont être contenus dans notre contenant ici, puis ils vont être détruits de la bonne façon avec notre indice ici biorisque. Je sais que les pharmacies en détruisent, mais sinon, généralement, les gens qui vont fournir ces dispositifs-là se chargent également du retour et de la destruction. Voilà pour les petites poubelles à biorisque. Puis en fait, la dernière notice là, concerne le tampon d'extraction. Lorsqu'il parle de tampon d'extraction, il parle de notre petite solution ici réactive, donc qui contient 0,1 % d'acide de sodium comme agent de conservation et qui peut être toxique en cas d'ingestion. Donc, petite notice de sécurité, là, de ne pas laisser ça non plus à portée d'enfants ou de gens qui pourraient être susceptibles là, d'en faire un mauvais usage. Là, ça peut être toxique. Donc, on arrive à notre fameuse trousse antigénique Rapid Response. Donc, ce qui est compris dans la trousse, on parle là de nos cartouches tests, ce qui ressemble au test de grossesse ici, là, notre petite bandelette blanche. C'est notre bandelette réactive. On a un livret d'instructions ainsi qu'une petite carte d'instructions ici dans la boîte là, qui est bien pratique, qui rémunère bien les étapes là, de prélèvement en cas de doute. Là, si des fois vous voulez vous faire un petit retour rapide avant de procéder, là, pour le premier qu'on fait, des fois, là, ça peut paraître à plusieurs étapes, là, mais c'est un bon petit récapitulatif ici, là, pratique, même utile à garder prêt avant de procéder. On a notre solution d'extraction, comme je vous ai montré ici, là, notre solution ici. Dans la trousse que moi, j'ai également là, de la solution réactive, mais en petite quantité déjà calculée. Donc, c'est des petites ampoules de plastique là, qui viennent se casser, là, puis qui peuvent ensuite libérer le liquide. Puis la quantité nécessaire pour notre analyse, elle est déjà calculée dedans. Donc, advenant le cas où c'est plus simple pour vous d'utiliser ceux-là, là, c'est la même chose. Ensuite, on a nos tubes d'extraction. Tube d'extraction là, qui ressemble à une petite éprouvette cylindrique. Je vais vous en sortir une pour vous la montrer. Comme ça ici. On a nos bouchons pour venir fermer notre tube d'extraction aussi. C'est un petit bouchon là, de plastique un peu plus rigide avec un petit bec verseur pour nous aider à venir déposer là, notre substance une fois là, notre incubation faite. On a nos écouvillons nasaux qui sont stériles, hein, nos fameux Q-tips. Ils sont emballés individuellement. Et on a un portoir pour venir déposer là, nos tubes d'extraction advenant où on effectuerait plusieurs dépistages là, à la fois. Le matériel qui est requis, mais qui est non fourni par la trousse, évidemment, on parle des EPI, hein, nos équipements de protection individuelle, là, nos gants, masques, jaquettes, visières, c'est pas fourni avec la trousse. Des minuteurs, moi j'aime bien, là, je vous en ai amené un pour vous le montrer, là, petit minuteur du Dollarama, très efficace, qu'on peut déjà régler là, pour la durée là, demandée. J'aime bien utiliser un minuteur qui n'est pas mon téléphone parce qu'on sait, là, on va être vêtu là, de pays, nos gants, nos mains vont être considérés comme contaminés, donc c'est pas le temps d'aller jouer sur notre téléphone cellulaire pour après ça le ramener avec nous, là, même si on le désinfecte bien et tout, là, c'est pas l'idéal d'utiliser là, notre téléphone ou du matériel qu'on utilise couramment
je vous suggère là, de vous munir de petites minuteries de cette façon-là. Là. Ça a été pris au magasin de l'art. C'est très pratique, très efficace. Puis, notre contenant là, de déchets biomédicaux, évidemment, qui est pas fourni. Petite poubelle biorisque, là, vous pouvez trouver en pharmacie ou sinon là, via un fournisseur de matériel médical. Là, c'est facile à trouver. Ça va pour notre trousse. Là, on va aller voir notre petite vidéo formative concernant là, la méthode de prélèvement. Donc, la vidéo a été faite par Rapid Response. C'est très clair, c'est très bien expliqué. La vidéo est en anglais, donc tant mieux pour ceux qui comprennent l'anglais, qui sont en mesure de lire les explications. Mais sinon, comme j'ai dit au début là, de la présentation, moi, je vais commenter là, étape par étape. Je vais même arrêter la vidéo à quelques reprises pour détailler davantage là, ce qui va être démontré dans la vidéo. Donc, on y va. Donc, premièrement, on a nos cartouches test, notre écouvillon stérile, notre portoir pour venir déposer notre tube d'extraction, son bouchon et notre solution réactive, notre fameux tampon d'extraction. Donc, bien important de tout préparer ce matériel-là avant de procéder. S'assurer également, là, lorsqu'on le sort de la boîte, là, que notre emballage d'écouvillon n'est pas abîmé, ni notre cartouche test, parce que ça pourrait là, induire en erreur notre résultat. Donc, on s'assure là, que notre matériel n'est pas abîmé et que son emballage là, est conforme là, avant de procéder. Encore une fois, là, il est important de s'assurer que la température de la pièce où on va procéder là, se situe entre 15 et 30 degrés. Je vais faire pause tout de suite ici. Là, vous allez voir que la technicienne vient d'ouvrir la cartouche là, test qui ressemble au test de grossesse, puis elle l'a déposé directement sur sa surface de travail. L'infirmière en moi graffigne un peu quand elle voit une manipulation comme ça. Là, je ne doute pas que sa table est propre, mais moi, j'aime bien ajouter une petite alaise en papier sur ma surface de travail plutôt que de déposer mon matériel directement sur la table. En partant, ça vient me délimiter un endroit de travail pour diminuer les manipulations là, qui pourraient risquer de contaminer mon environnement. Puis, ça vient m'assurer une légère barrière là, entre la table qui a peut-être pas été désinfectée avant ou qui pourrait peut-être là, contenir des substances X. Là. On s'assure là, de travailler dans un environnement, encore une fois, propre et rangé. Donc, ces petites alaises-là sont très pratiques, là, se trouvent facilement en pharmacie également ou via un distributeur de fourniture médicale. Sinon, papier essuie-tout, papier brun, là, si on s'assure qu'il provient d'un réceptacle qui est propre, là, c'est bon aussi. Là. Moi, je trouve que c'est toujours pertinent de s'ajouter une petite barrière là, entre la surface où le matériel est directement déposé et là où on va travailler. Donc, là, ce qu'on voit la technicienne faire, en fait, là, elle est en train d'identifier à l'aide d'un crayon sa cartouche test et ensuite, elle va identifier son tube d'extraction. Bien important d'identifier le matériel qu'on va utiliser au patient qu'on va tester pour s'assurer là, que lorsqu'on va interpréter notre résultat, on n'aura pas mélangé la substance de prélèvement d'un tel avec celle d'un autre. On s'assure là, que la cartouche test et le tube d'extraction vont être identifiés de la même façon pour se suivre tout au long du processus d'analyse. C'est bien important cette étape-là parce qu'on ne veut pas mélanger des résultats ni fausser des résultats. En cas où on pense être trompé, il faut recommencer complètement. Là. Il ne faudrait pas considérer un résultat en cas de doute là, lors des manipulations. Donc, on identifie la cartouche test et notre tube d'extraction. Le système d'identification est laissé à votre discrétion. Si les initiales vous permettent de ne pas mélanger les échantillons, les patients que vous allez tester, c'est libre à vous. Il y a suffisamment de place là, sur la cartouche pour rentrer. Sinon, là, la première lettre du prénom, le nom de famille, libre à vous là, de choisir la méthode qui vous convient, en autant que c'est bien identifié et que vous vous comprenez dans votre identification. Donc ici, là, on voit que c'est les initiales qui sont utilisées. Donc, une fois le matériel identifié, on va venir déposer notre liquide d'extraction, en fait, dans notre tube d'extraction. Vous avez vu, là, elle l'a secoué gentiment. Bien important de le secouer là, avant de venir déposer nos gouttes. On va compter là, 10 gouttes de solution d'extraction dans notre tube d'extraction. Ça coule très bien, ça coule pas trop vite, c'est facile à compter. Encore une fois, en cas de doute, si on pense avoir mis 1 ou 2 gouttes de trop ou 1 ou 2 pas assez, on est mieux de recommencer, là, de jeter notre tube d'extraction, puis de recommencer le processus de nos 10 gouttes, parce que si on n'a pas le bon ratio de liquide d'extraction, évidemment que ça peut là, influencer notre résultat.
Donc, on arrive maintenant là, à la partie plaisante que j'aime dire à mes patients, la fun part. On arrive à l'échantillonnage, en fait. Donc, on va préparer notre patient à ce qu'on s'en vient faire. On va lui expliquer qu'on va procéder à un prélèvement au niveau du nez, donc nasal, au niveau de la narine. On ne va pas plus loin que la narine. Hein. Ici, là, on parle vraiment de prélèvement nasal et non pas nasopharyngé, parce que le nasopharynx, c'est une partie là, qui est derrière le nez, un peu plus difficile d'accès. Ce type de prélèvement-là doit absolument être effectué là, par un professionnel de la santé adéquatement formé. Donc, nous, ici, là, on ne parle pas de nasopharyngé, on parle vraiment de nasal au niveau du nez. Donc, une fois qu'on va avoir expliqué à notre patient ce qu'on s'en vient faire, on va lui demander de se moucher. Parce que oui, on vient chercher des sécrétions, mais on ne veut pas aller chercher des sécrétions qui seraient remplies de particules de poussière ou de toutes sortes de substances qui ont pu croiser le nez de notre patient là, jusqu'au moment où il vient se faire tester. Donc, pour s'assurer que notre échantillon là, va être le plus optimal possible, on va éliminer là, les substances là, qui ne sont pas nécessaires dans notre analyse. On va moucher son nez là, avant de procéder. Une fois que notre patient a mouché son nez, on va ouvrir notre écouvillon qui est stérile. Là, on a vu, elle a ouvert l'écouvillon là, par la base là, de notre tige. Bien important parce qu'on va éviter au maximum de toucher le bout en coton là, qui va servir à venir prélever la substance parce qu'on ne veut pas la contaminer. On veut qu'elle demeure stérile puis qu'elle ne contienne que les substances qui sont dans le nez de notre patient. On ne veut pas retrouver des substances qui pourraient être au bout de nos gants ou des substances autres. Donc, quand on l'ouvre, on fait bien attention là, de venir chercher la tige de notre écouvillon, puis de ne pas la redéposer sur des substances, sur des surfaces, puis de ne pas la manipuler non plus par son embout de coton, parce qu'à ce moment-là, on va contaminer notre écouvillon, puis on va devoir recommencer. Donc, le jeter et en prendre un autre. Une fois qu'on a notre écouvillon stérile prêt, on va demander à notre patient d'incliner la tête légèrement vers l'arrière pour facilement accéder aux narines. Puis, on va s'insérer dans la première narine où on va effectuer là, des rotations pour un bon 5 secondes. Vous allez voir, vous pouvez même là, venir appuyer sur le nez délicatement, puis venir là, tourner l'écouvillon sur lui-même une fois la narine pressée là, pour s'assurer qu'on a bien frotté sur les parois du nez. On va effectuer là, la même chose dans l'autre narine sur notre même écouvillon. On garde le même écouvillon, on prélève dans la première narine, on prélève dans la deuxième narine, 5 secondes chaque. Et le tour est joué. Donc, une fois notre écouvillon bien prélevé, on va tout de suite venir plonger notre écouvillon dans notre substance d'extraction, donc dans notre tube d'extraction. On va venir là, on peut incliner notre tube pour s'assurer que le liquide là, monte suffisamment, puis vienne couvrir la totalité là, de notre écouvillon. Puis, ce qui est suggéré de faire, même pour s'assurer que la substance d'extraction soit en contact suffisamment avec notre analyte potentiel là, sur notre écouvillon, on vient presser le tube d'extraction. Je vais vous en sortir un. Là. Vous allez voir, c'est du plastique mou. Puis, la technicienne l'a fait vite dans la vidéo, là, mais elle vient presser de cette manière-là son tube d'extraction pour que le liquide remonte puis qu'on s'assure qu'il vient couvrir la totalité là, de la surface de l'écouvillon. Une fois que c'est fait, là, eux, ils parlent de 10 à 15 pressions. De cette manière-là, on s'assure là, que notre écouvillon a bien été là, enrobé par notre substance d'extraction. Une fois que c'est fait, on va déposer le tube d'extraction avec l'écouvillon dedans, dans notre portoir, et on va le laisser mijoter pour 2 minutes. Oups! Bon, on a sauté notre vidéo. Pardon. On va venir là, c'est ça, laisser reposer notre écouvillon pour 2 minutes. Donc, là, on prépare notre minuterie à 2 minutes, puis on le laisse aller un petit 2 minutes. On est rendu ici. Donc, on revoit là l'immersion de notre écouvillon. On vient appuyer, là, on le voit bien là, à l'appui, à l'extrémité là, pour s'assurer que le liquide monte bien. Et on le laisse incuber 2 minutes. Une fois le 2 minutes passées, on va venir retirer l'écouvillon de notre tube d'extraction, mais en pressant encore une fois sur le tube d'extraction pour venir essorer là, le bout de notre tige pour s'assurer qu'on va conserver le plus de liquide là, dans notre tube d'extraction. Une fois que c'est fait, on va venir refermer notre tube d'extraction en insérant notre bouchon verseur et on va venir s'installer au-dessus de la cartouche test pour verser 3 gouttes de la solution sur notre cartouche, notre petit test de grossesse. Et c'est là où on va partir l'incubation de 15 minutes. Une fois les 15 minutes écoulées,
On va lire le résultat. Donc, avant de tomber là, dans l'explication du résultat, là, je vous ai remis sensiblement les mêmes informations qui sont démontrées dans la vidéo, mais je préfère peut-être y venir un petit peu plus tard là, lorsqu'on va avoir revu tous les procédés là, de prélèvement. Donc, on va sauter à la prochaine diapositive. Pour l'interprétation du résultat, là, on va y revenir. Donc, lors de la préparation avant de faire notre prélèvement, comme on a vu, là, bien important avec nos EPI de procéder à l'hygiène des mains, préparer notre surface de travail, s'assurer qu'on a le bon matériel, que nos dates d'expiration ne sont pas échues, que le matériel dans notre trousse n'est pas abîmé, qu'on a tout ce qu'il faut à notre portée pour être en mesure de procéder, donc une poubelle là, à biorisque, des lingettes désinfectantes, nos équipements de protection individuelle, tout notre matériel est prêt. Ensuite, on va évidemment identifier notre matériel. Après avoir procédé là, à la mise en place des EPI, l'hygiène des mains et tout, on vient identifier notre cartouche et notre tube d'extraction. Et on va préparer notre patient là, en lui expliquant ce qu'on s'en vient faire. On va lui demander de moucher son nez, puis d'incliner la tête légèrement parce qu'on va aller là, chercher là, notre substance à travers sa narine. Ensuite, lorsqu'on procède là, à l'échantillonnage, on vient s'insérer dans la narine, environ là, 2 cm. Je vous ai mis une petite image là, parce que des fois, là, c'est pas évident là, d'essayer de se situer dans le nez des gens. Des nez, c'est assez relatif aussi également. Là. Il y a toutes sortes de narines, vous allez voir. Là, on s'ajuste là, selon la narine et la tolérance de notre patient. Généralement, les gens trouvent que ça chatouille. Là. C'est pas, vous pouvez les rassurer avant de procéder là, que c'est pas le test nasopharyngé qui va très loin. C'est vraiment qu'au niveau de la narine. Donc, ça chatouille. On va effectuer nos rotations là, pour un bon 5 secondes dans les 2 narines. Ici, on revient là, dans notre phase préanalytique. Là, on va voir là, rapidement les critères d'acceptation des spécimens versus ce qui n'est pas suggéré à faire là, lorsqu'on va prélever ou qu'on va traiter un échantillon. Donc, les critères d'acceptation d'un spécimen, là, bien évidemment, c'est un écouvillon nasal là, qui est prélevé depuis moins de 2 heures. Évidemment, nous, ici, on va traiter notre écouvillon prélevé tout de suite après l'avoir prélevé. Ce n'est pas nécessaire de laisser reposer la tige en soi avant de la déposer dans sa substance réactive. Là. Donc, un écouvillon nasal qui est prélevé là, au moment de l'analyse est à privilégier toujours. Les gens qui sont autorisés à faire les tests, bien, c'est sûr, les gens qui vont avoir suivi la formation aujourd'hui, les gens qui vont avoir reçu là, la bonne technique de prélèvement et la bonne technique de manipulation vont être autorisés là, à effectuer ces tests-là. Puis, on va faire ces tests-là sur des patients qui sont symptomatiques de la COVID. On ne pourrait pas dépister là, un streptocoque ou une autre substance avec les trousses Rapid Response. Ces trousses-là sont vraiment faites pour dépister le SARS-CoV-2, là, l'antigène dans l'organisme, mais pas d'autres substances. Ça existe des tests là, pour les streptocoques et tout dans le même style avec la même technologie, mais c'est vraiment indiqué sur la trousse pour quelle substance la trousse elle est faite. Donc, essayez pas de dépister quoi que ce soit d'autre avec ces trousses-là, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, les critères de rejet d'un spécimen, là où on pourrait se questionner sur la nature de notre spécimen, puis déterminer là, qu'il n'est pas bon à l'analyse et qu'on doit recommencer. Évidemment, si on se retrouve avec un échantillon autre qu'un échantillon nasal, quelqu'un qui demanderait à ce qu'on prélève au niveau de la gorge plutôt qu'au niveau du nez, malheureusement, là, ça ne serait pas valide dans le cas de l'analyse ici présente. Là, donc, il faut vraiment procéder par le nez. Un échantillon nasopharyngé qui serait prélevé depuis plus de 2 heures. Par exemple, là, un patient qui est un client, un employé, pardon, je ne sais plus quel terme employé, un employé qui se présenterait le matin là, puis qui nous dirait là, hey, je me sens que je mouchais ce matin, j'ai pris un Q-tips à la maison, je me suis swabé moi-même, là, j'ai prélevé moi-même mon échantillon, peux-tu me l'analyser? Malheureusement, c'est pas possible. Il faut utiliser le matériel qui est contenu dans la trousse et rien d'autre. Puis, on ne peut pas analyser une substance qu'on ne peut pas garantir sa provenance. Là. Vous allez tous vous porter garant des résultats qui vont être émis suite aux analyses que vous allez effectuer. Puis, on ne peut pas se porter garant d'une substance qu'on n'a pas prélevée nous-mêmes. Donc, il faut vraiment s'assurer là, qu'on a procédé au prélèvement nasal sur notre patient, qu'on peut garantir que ça vient de la narine, ça a été fait au bon endroit, la méthode a bien été respectée, puis on peut garantir un résultat là, optimal. Ces exemples, comme on a parlé plus tôt, si notre tube d'extraction, lorsqu'on vient mettre nos gouttes, là, soit on l'accroche, il y a du contenu qui se déverse ou on n'est pas certain du nombre de gouttes. Là, on a perdu le compte en comptant nos 10 gouttes. Là, si on n'est pas certain de la quantité qu'il y a dans notre tube d'extraction là, au niveau de notre liquide, c'est préférable de jeter et de recommencer. On ne pourrait pas faire une analyse avec un tube d'extraction qu'on doute la quantité là, de la solution qui a été mise à l'intérieur. Ça pourrait fausser notre résultat.
Puis évidemment, comme on a dit plus tôt, là, on ne pourrait pas tester des patients qui ne répondent pas aux critères de la COVID-19. On ne pourrait pas dépister autre chose que l'antigène de la COVID-19 avec ces trousses-là. On repasse là rapidement là, sur la conservation et la stabilité, là, les conditions de conservation qu'on a parlé plus tôt, là, les trousses qui doivent être conservées là, dans un environnement entre 2 et 30 degrés, ne pas être congelées, ne pas être entreposées à la lumière directe du soleil. Toujours refermer là, notre tube de solution d'extraction après l'usage pour éviter là, qu'elle soit contaminée par des substances extérieures ou même là, que le contenu se déverse ou vienne de sécher. Là. Ensuite, ne pas utiliser les trousses de la date d'expiration, bien important. Hein. Si on met des dates d'expiration là, c'est qu'il y a une garantie que le matériel est fonctionnel jusqu'à un certain temps. Donc, si on a passé la date de péremption, on peut pas assurer là, la validité du résultat qui va être émis suite à l'analyse. Puis, si nos cartouches sont endommagées, si notre emballage là, semble déjà déchiqueté ouvert ou la cartouche est pliée ou peu importe, là, si vous remarquez que l'emballage là, ou que le matériel est affecté, évidemment là, qu'on ne peut pas garantir notre résultat. Puis, vous allez voir, si on a des lignes de contrôle qui sont déjà visibles sur notre cartouche test, ça indique que le matériel a probablement été abîmé. Donc, ça aussi, là, si on arrive pour faire une analyse, qu'on prépare notre cartouche puis qu'on se rend compte qu'on a déjà une ligne, soit sur la ligne de contrôle ou la ligne test, c'est pas valide, en fait. Là, c'est probablement qu'il s'est passé quelque chose dans son entreposage, puis il faut là, en disposer puis prendre une autre cartouche. Ensuite, là, pour le volet contamination, là, lorsqu'on va procéder à l'analyse puis qu'on va manipuler notre échantillon, là, comme j'ai mentionné là, dans la vidéo, c'est important de ne pas toucher la tête de notre écouvillon quand on va le sortir de son emballage. Les écouvillons qui sont stérilisés ne doivent être qu'utilisés pour des échantillons nasaux. Puis, ils ne doivent pas être réutilisés, bien important, là, même si on a un autoclave hyper performant, ce n'est pas du matériel qui est fait pour être désinfecté, c'est du matériel qui est à usage simple et qui doit être disposé là, après usage. Donc, une fois notre prélèvement effectué, une fois qu'on va avoir prélevé, qu'on s'est assuré, là, comme j'ai dit tantôt, là, que c'est bien un écouvillon nasal, que ça a bien été prélevé les 5 secondes dans chaque narine, on est prêt à venir plonger notre écouvillon dans sa solution d'extraction, dans notre tube d'extraction. On va venir là, la plonger à l'intérieur. On peut incliner là, notre tube d'extraction pour s'assurer que le liquide va bien venir couvrir la tête de notre écouvillon. On va presser 10 à 15 fois là, l'extérieur de notre tube d'extraction pour s'assurer, encore une fois, que notre écouvillon est bien couvert par la solution. On va ensuite là, le laisser reposer 2 minutes. On va venir déposer notre tube dans notre portoir. On le laisse reposer 2 minutes. À l'aide de notre minuterie, on chronomètre. Une fois que c'est fait, on va retirer notre écouvillon en prenant soin là, de presser encore une fois notre tube d'extraction pour venir essorer notre tige puis s'assurer qu'on conserve le plus de liquide, le plus d'analyte possible dans notre tube d'extraction. Puis, on va jeter l'écouvillon dans un conteneur à déchets biorisques. On va fermer notre tube d'extraction à l'aide du bouchon verseur et on va venir verser nos 3 gouttes de solution à l'endroit indiqué sur la bandelette test. Vous allez voir, c'est très, très clair, c'est bien indiqué. Là. On l'a vu dans la vidéo, mais je pourrais vous en remontrer une à la fin si vous voulez. Puis, on laisse incuber 15 minutes, puis ensuite, on est prêt à noter notre résultat. Donc, voici comment s'affichent les résultats là, lorsque l'analyse est complétée. Donc, évidemment, s'il s'agit d'un positif, on va avoir 2 lignes sur notre cartouche. La première ligne en haut où on voit la lettre C, en fait, c'est la ligne de contrôle. C'est ce qui va nous indiquer que notre analyse elle est valide, que notre cartouche, là, elle fonctionne bien. Cette ligne-là, on va la voir apparaître, évidemment, après avoir déposé là, les 3 gouttelettes. Vous allez voir, c'est la première ligne qui va apparaître sur notre cartouche, puisque c'est la ligne qui vient nous confirmer que notre test va être valide. Évidemment, si on prend la cartouche et qu'on a déjà une ligne de contrôle avant même d'avoir mis la substance, il faut se poser des questions. C'est que le matériel est probablement endommagé et on doit en disposer. Mais ici, là, notre test est valide et on a une deuxième ligne qui apparaît. Même si la ligne est très, très faible, là, si elle est très, très pâle, là, il faut la considérer là, comme un positif.
Par contre, si on n'a seulement qu'une ligne de contrôle après 15 minutes, qu'on n'a absolument aucune ligne dans la section T, là, où on voit le T, c'est pour la section test, en fait. Là. Si on n'a aucune ligne, bien, c'est que c'est un négatif. Advenant le cas où, au bout de notre 15 minutes, on a une ligne au niveau de la section test, mais on n'a pas de ligne au niveau contrôle, c'est que notre analyse, elle est invalide et on doit recommencer. Donc, si notre test est invalide, ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. On peut parler d'une mauvaise méthode de prélèvement. Hein. Exemple, si on serait allé au niveau de la gorge, ça se pourrait que ça n'ait pas fonctionné. Une mauvaise manipulation de notre agent réactif. Si on n'avait pas le bon ratio de liquide là, dans notre tube d'extraction, il se peut que la ligne de contrôle ne détecte pas la validité de notre échantillon. Ou il pourrait s'agir également de matériel endommagé. Si notre résultat est positif, évidemment, on va isoler notre patient. On va lui demander en fait de retourner à la maison, mais d'avant d'aller passer un test de dépistage de type PCR dans une clinique de dépistage désignée, parce que présentement au Québec, là, tout résultat émis positif à l'aide d'une trousse antigénique doit être confirmé au niveau du diagnostic par un test d'analyse PCR. Donc, si on décèle un cas positif dans notre entreprise, on va diriger notre patient là, vers une clinique de dépistage désignée et on va ensuite là, l'envoyer à la maison. Évidemment, on a une responsabilité à jouer si on décèle un cas positif là, en ce moment là, au niveau de la santé publique en ce temps de pandémie. On doit leur transmettre toutes les informations relatives à des tests effectués qui seraient positifs. On a un formulaire, en fait, à remplir, un formulaire là, qui s'appelle là, la déclaration des cas confirmés, en fait. Là. C'est simplement pour mettre la santé publique et le patient en relation afin que la santé publique puisse effectuer son étude de cas. Donc, c'est pas un formulaire qui est très complexe à remplir. C'est un formulaire qui a été fait là, pour tous les corps de métier possibles dans le milieu de la santé, mais pour également là, les gens qui contribuent au mouvement de dépistage de la COVID. Donc, on va le revoir. Là, je vous l'ai mis à la fin là, de la diapo. Mais c'est assez simple, là, quelques questions sur l'identification de notre patient, sur ses symptômes, puis s'il est à risque d'avoir contaminé d'autres gens. Ensuite, on transmet ça par fax à la santé publique, puis eux sont ensuite en mesure là, de contacter notre patient puis de faire le suivi avec eux. Donc, quand on renvoie là, notre patient à la maison, on l'avertit là, qu'il doit aller se faire tester dans une clinique de dépistage désignée, puis qu'également, là, ensuite, après avoir passé son test de dépistage, bien, il doit demeurer isolé à la maison jusqu'à ce que la santé publique entre en contact avec lui afin de lui dicter là, la marche à suivre là, pour les jours qui suivent. Généralement, c'est pas très long. Là. On parle d'une demi-journée à une journée là, qui vont entrer en contact avec les gens puis qui vont procéder à leur étude de cas. Advenant un résultat négatif, on suggère évidemment de quand même rester vigilant. On reste à l'affût là, du développement des symptômes de notre patient parce qu'il pourrait arriver là, qu'un résultat soit émis négatif parce que notre patient aura été testé trop tôt en début de maladie, puis que l'organisme ne présentait pas d'antigène présent suite là, à l'infection. Donc, je vous ai mis la fenêtre de détection du virus. Là. Nous, ce qui nous intéresse avec les trousses, là, c'est le petit antigène en rouge qui peut être décelé là, à partir de la 5e à la 12e journée. Donc, généralement, là, c'est au début des symptômes, mais ça reste que il y a du cas par cas, là, puis que cette fenêtre-là peut peut-être vous aider des fois à vous situer là, à quel moment c'est pertinent là, de le tester ou si on peut craindre là, un résultat négatif suite à un test effectué trop tôt en début de maladie. Le formulaire, je viens de voir là, qu'on a une question dans la discussion. Le formulaire, il se retrouve là sur le site là, de la santé publique. En fait, là, je vais voir, on va y venir, je vais vous mettre le lien. Mais sinon, M. Morel, là, en sa possession également, là, je lui ai transmis tous les documents nécessaires à la déclaration de ces cas-là. Donc, il pourra vous être fait là, suivre là, au même titre que la présentation que vous avez vue aujourd'hui. Là, tous les documents là, qu'on va avoir parlé et même la présentation va vous être remis là, à la fin. Aujourd'hui pour que vous puissiez le garder à titre de référence. Puis, c'est ça, le formulaire là, peut vous être envoyé par M. Morès. Sinon, là, je vais vous indiquer où aller le trouver. Oups, bon, le voilà, notre fameux formulaire. Donc, c'est un formulaire de 2 pages. C'est vraiment pas très long à remplir. C'est sûr qu'il y a des sections, là, comme dans le haut, en haut, dans la section déclarant en haut, on voit là, que le type de déclaration peut être fait par un médecin.
c'est pas nécessaire que ce soit fait par un médecin ou un professionnel de la santé. C'est juste que si la mention médecin est cochée parce que c'est un médecin qui va l'avoir rempli, ben la santé publique va avoir d'autres questions à poser là, au médecin qui va avoir déclaré, puis ça leur indique là, autre chose. Mais on n'est pas obligé d'en tenir compte, nous, ici. Donc, évidemment, là, c'est important de noter la date à laquelle le prélèvement va avoir été fait et la date à laquelle le résultat va avoir été émis, là, puis qu'on va faire notre déclaration. On va noter nos informations personnelles, nous, le déclarant, là, nous qui allons déclarer le cas à la santé publique. Donc, nom complet, numéro de téléphone, le nom de l'établissement et la ville où ça a été fait. Ensuite, l'identification du patient, là, important d'avoir son nom complet, date de naissance. Numéro d'assurance maladie, si vous l'avez, c'est pertinent de l'ajouter vraiment parce que ça va accélérer le processus là, au niveau du traitement de la déclaration là, au niveau là, du DSQ. Ensuite, là, évidemment, notre patient répond pour lui-même. Là. C'est sûr qu'il y a des sections, comme je vous dis, c'est adapté à toutes sortes de clientèles. Donc, dans le cas où on aurait dépisté un enfant puis qu'on s'adresserait à son parent, on pourrait là indiquer à qui on a parlé. Si notre patient ne parle pas français ni anglais puis qu'on a une barrière linguistique pour entrer en contact avec lui puis que c'est une tierce personne qui répond pour lui, c'est important de le noter aussi pour que la santé publique soit avisée à qui il doit s'adresser là, pour être en mesure d'entrer en contact avec le patient. Dans la dernière section en bas, pour le milieu de vie, là, comme je vous dis, c'est un document là, qui a été fait pour tous les types de situations confondues. Donc, c'est sûr que ici, je ne pense pas qu'on parle de CHSLD ni de centre hospitalier comme lieu de résidence. Là, on peut cocher la première section ici de notre patient via domicile. C'est important aussi, je reviens à l'identification du patient, là, de noter son adresse, savoir où il demeure, parce que c'est ce qui va nous indiquer à quel district de santé publique on doit s'adresser. Je vais vous remettre là, à la fin, vous allez voir, là, on a une liste des différents bureaux de la santé publique selon les régions du Québec. Donc, bien important là, de transférer le cas à la région là, appartenante. La section là, 3 ici des symptômes sur la deuxième page, bien, on va noter si notre patient a des symptômes, puis depuis quand. Ici, on nous en a mis 4, là, soit la toux, la fièvre, la difficulté respiratoire ou l'anosmie, là, la perte de l'odorat. On va cocher si notre patient présente des symptômes là, mentionnés ici. Sinon, on peut détailler s'il y en a d'autres. Ensuite, on a là, l'exposition occupation. Ben, on demande là, est-ce que notre patient là, a été en contact là, 2 semaines avant l'apparition de ses symptômes avec un cas qui serait soit soupçonné ou diagnostiqué à la COVID-19, si oui ou non il a été en contact. Ensuite, on veut savoir si 48 heures avant l'apparition de ses symptômes, est-ce qu'il a été en contact là, dans son milieu de travail avec des collègues, avec des proches. C'est important de savoir. Ensuite, on demande là, de spécifier là, quelle est l'occupation là, de notre patient. Là. Est-ce qu'il est en contact avec la clientèle? Puis, on demande de détailler les informations de l'employeur parce que s'il s'agit d'un cas d'éclosion dans un milieu de travail, bien, la santé publique doit être en mesure de l'identifier et de contacter les gens responsables là, à cet endroit-là. Le tableau de contagion, je vais essayer de vous le trouver. Là. Je vois M. Fernandez ici. Là. Je vais essayer de vous le trouver. Moi, je l'ai dans mes archives. Je pourrais le transmettre à M. Moret pour qu'il puisse vous le faire parvenir. Là. Effectivement, c'est très intéressant comme tableau de contagion. Là. Bien intéressant à garder près là, des gens qui vont effectuer du dépistage COVID. Là. Ça donne un bon barème là, de où se situer lorsqu'on veut effectuer du dépistage. Donc, je vais le transmettre à M. Moret. Puis, en terminant, c'est la fameuse liste MADO. En fait, le MADO est l'acronyme des maladies à déclaration obligatoire. On a cette petite loi-là, là, ici au Québec. Là, il y a certaines maladies qui sont à déclaration obligatoire lorsqu'ils peuvent être un risque pour la population. Évidemment que la COVID en fait partie. Donc, les différents directeurs de santé publique sont séparés selon les différentes régions du Québec. Et les numéros de télécopieurs sont en gras, toujours le télécopieur MADO. Il faut transmettre là, la déclaration qu'on va avoir remplie avec notre patient positif à la santé publique via fax toujours. Il y a certains secteurs qui ont des adresses courriels, mais à ce moment-là, si vous les contactez au numéro de téléphone plus haut, si des fois c'est difficile pour vous là, de procéder par fax, là, si vous les contactez, ils vont être en mesure là, de vous donner une adresse courriel à laquelle vous pouvez faire parvenir là, le formulaire numérisé. Est-ce qu'il y a des questions concernant la déclaration? La déclaration et le fax, non, c'est clair? Bon. Bien, génial. On arrive à notre période de questions-réponses. Donc, s'il y a des gens là, qui ont noté des questions tout au long de la présentation, je vous invite à me les partager. On peut en discuter ensemble. Si c'est clair, sinon, ben, écoutez, merci d'avoir été présent aujourd'hui avec moi là, pour discuter là, des tests rapides antigéniques.
J'espère là, que ça va bien se passer de votre côté, là, puis que si vous avez des questions, des doutes, là, vous puissiez vous référer là, à votre représentant qui peut quand même rentrer en contact avec moi là, si c'est des questions plus spécifiques. Là, n'hésitez pas.